Elles ont été bâties dans l'Antiquité avant Jésus-Christ à des dimensions phénoménales. Elles ont forcé leurs créateurs à repousser les limites de l'ingénierie avec une audace qui aujourd'hui encore nous stupéfie. Et c'est à l'ombre de leur génie que l'architecture et la sculpture ont évolué jusqu'à nos jours. Alors en dévoilant maintenant les secrets du passé, nous allons pouvoir déchiffrer les mystères de leur construction qui leur ont valu d'être appelés les 7 merveilles du monde. La Grande Pyramide est le seul des 7 plus grands chefs-d'œuvre architecturaux antiques à avoir survécu. Les autres ont disparu, emportant avec eux les secrets de leur histoire et de leur construction. Ils ont posé les bases du progrès humain et sont devenus les pierres angulaires de l'architecture et de la sculpture moderne. De la plus grande pyramide du monde au tout premier gratte-ciel, tous ces monuments ont nécessité des chantiers hors normes. Les hommes ont dû se surpasser pour conquérir leur démesure. Et si nos édifices s'élancent désormais jusqu'aux cieux, leurs fondations sont ancrées dans le passé. Tout a commencé avec la Grande Pyramide. Son apparence grossière dissimule un ouvrage d'une précision extraordinaire. Dépouillée de son revêtement en calcaire il y a plusieurs siècles pour la construction du Caire, la pyramide n'en reste pas moins la structure en pierre la plus remarquable du monde. Sa base couvre 5 hectares. Et pourtant ses 4 côtés sont rigoureusement égaux, à quelques centimètres près. Pour moi, les pyramides ont fait l'Égypte. Pour les construire, les Égyptiens ont réfléchi à l'art, à l'architecture, à l'astronomie. C'est de là que vient leur génie, car ils ont bâti la tombe d'un roi et d'un futur dieu. L'un des côtés de la base de la pyramide, aligné sur les étoiles, est orienté nord-sud. Avec la géométrie et une corde pour seul outil, comment les Égyptiens ont-ils pu dessiner un carré parfait? L'ingénieur Scott Steedman nous montre une des techniques susceptibles d'avoir été utilisées pour faire le tracé il y a 4500 ans. C'est un mystère. On ne sait pas comment ils ont réussi à calculer avec une telle précision des tracés de la taille de la pyramide dans un désert comme celui-ci. Il y a diverses théories sur la question. Voici un procédé simple pour tracer un angle droit. Il faut quelques principes géométriques de base et un morceau de corde. Je dois d'abord repérer le milieu de la corde. Ensuite, on pourra tracer un angle droit à partir de la ligne nord-sud derrière moi. Le milieu est juste là. Je vais l'indiquer avec une ficelle verte, car ça va me servir. Avec la corde, l'ingénieur forme un triangle. Il attache les extrémités à 2 poteaux alignés sur un axe nord-sud et tire la corde vers l'extérieur en la tenant au milieu. Voilà la ficelle verte. Je peux tirer aussi fort que je veux, la tension exercée sur la corde sera toujours la même des 2 côtés. Il marque le centre avec un poteau. Puis il répète l'opération en face et plante un autre poteau. Une fois ces 2 points reliés par une corde, il obtient un angle à 90 degrés. On a la première ligne nord-sud et la nouvelle ligne est-ouest. La beauté de ce système, c'est qu'on peut le répéter. On part de l'endroit où je me suis arrêté, on fait le tour de la pyramide, puis on recommence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et à nouveau dans l'autre sens. À chaque fois, on réduit le risque d'erreur jusqu'à atteindre la précision souhaitée. Zahi Hawass a découvert une trace des calculs du géomètre d'origine.
Pendant les fouilles, on a trouvé des trous d'environ 40 cm de diamètre dont personne n'arrivait à comprendre la fonction. En fait, ces trous proviennent de la délimitation de la base carrée de la pyramide. Après avoir fini le tracé, ils ont taillé la roche pour fabriquer une base d'environ 8 mètres de haut, uniquement avec les pierres du plateau. Les blocs étaient traînés depuis la carrière jusqu'à une petite rampe et hissés sur la base. Le docteur Hawass a retrouvé les vestiges d'une rampe construite à 300 mètres de la carrière. Sur la base de ma découverte, on situe la rampe à l'angle sud-ouest de la Grande Pyramide. D'après lui, les blocs étaient d'abord hissés sur la base, puis montés le long d'une rampe hélicoïdale ou rampe en spirale. Cette dernière, faite de boue et de gravats, était accolée à la façade extérieure de la pyramide. La rampe montait au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Personne ne sait exactement à quoi elle ressemblait. Certains archéologues penchent plutôt pour une rampe droite. Je préfère la théorie de la rampe droite frontale, entre autres parce qu'une rampe enveloppante n'aurait pas supporté des charges aussi lourdes. Et on voit mal comment ces énormes blocs pourraient passer les virages. Mais pour arriver en haut, la rampe frontale aurait dû faire 1,5 km et s'étendre bien au-delà de la carrière. Pour conserver une pente viable, il aurait sans cesse fallu ajuster sa longueur et sa hauteur. D'un autre côté, les arêtes de la rampe hélicoïdale posaient problème. À mesure que la pyramide s'élevait, les blocs devenaient plus petits. Des rondins étaient sans doute glissés dessous pour faciliter les manœuvres. Les techniques utilisées étaient d'une simplicité extrême. Les Égyptiens avaient des outils en pierre et des outils en cuivre. Souvent, ils ajoutaient de l'arsenic au cuivre pour le durcir. Mais ils n'avaient pas de fer. En Égypte, l'âge du fer a été très tardif. Sans aucun outil sophistiqué, les ouvriers ont encastré les derniers blocs au millimètre près, à 145 mètres du sol. Il y a un peu plus de 150 ans, la Grande Pyramide était encore la plus haute structure du monde. Une fois terminé, le monument semblable à une série de marches a été revêtu d'un parement de calcaire de haute qualité. Pour finir, on la lisse de haut en bas. On lisse le sommet, on retire la rampe en spirale, puis on passe à la section suivante, et ainsi de suite jusqu'en bas. Au bout de 23 ans, la tombe de Khéops, la plus grande pyramide jamais construite, était achevée. Il n'existe aucun monument antique plus immuable que les pyramides. La Grande Pyramide est la seule merveille du monde encore debout. On l'a copiée à maintes reprises, et sa forme stable a inspiré l'un des plus grands architectes contemporains, I.M. Pei. C'est lui qui a conçu la pyramide de verre du Louvre, à Paris. Les pyramides en pierre sont opaques, elles sont pour les morts. Et j'espère que la pyramide en verre transparente est pour les vivants. Mais s'il est une chose que j'ai appris à respecter chez les Égyptiens, c'est les proportions de cette pyramide, de la grande pyramide de Gizeh. De toutes celles qu'on a trouvées, c'est la seule qui soit parfaite dans les deux directions
qu'on la regarde de face ou à 45 degrés. Elle n'est ni trop plate, ni trop pointue. À mes yeux, c'est bien la preuve que les Égyptiens ne s'étaient pas trompés il y a 4000 ans. Devant l'admiration suscitée par la pyramide, le fils et le petit-fils de Khéops se firent eux aussi construire un tombeau à côté du sien, sur le plateau de Gizeh. Mais la grande pyramide reste le précurseur de tous les monuments antiques. Les gens qui la voyaient pour la première fois disaient « Comment est-ce possible? Qui l'a construite ?» Quand les Arabes sont arrivés au IXe siècle, ils ont dit « L'homme craint le temps et le temps craint les pyramides. » C'est vrai. Les pyramides sont immortelles. Elles survivront grâce à la façon dont elles sont faites. Les techniques utilisées pour construire la grande pyramide ont ouvert la voie aux autres merveilles. Elle fut achevée aux alentours de 2650 avant Jésus-Christ. Et il fallut attendre 2000 ans avant que surgisse le chef-d'œuvre suivant. À l'extrémité est du désert, les jardins suspendus ornaient l'une des villes les plus spectaculaires sur Terre, Babylone. Ces jardins royaux, pourtant beaucoup plus récents, se sont littéralement volatilisés. Des vestiges de la cité antique subsistent, mais les jardins suspendus ont disparu. Certains chercheurs doutent même qu'ils aient jamais existé. Comment a-t-on pu construire des jardins en terrasse dans une région dépourvue de pierres? Babylone a été bâtie sur une gigantesque plaine alluviale. Et comme il n'y avait pas de pierre à proximité, ils ont dû utiliser de la boue. Ils ont creusé les rives du fleuve pour créer des sortes de douves autour de la ville. Et ils se sont servis de la boue pour fabriquer des briques. En faisant cuire ces dernières au soleil, ils obtenaient un matériau vraiment solide. On ne peut pas juste prendre de la boue et la compacter. Cet homme prépare la boue en la piétinant et en ajoutant de l'eau pour lui donner la bonne consistance. Ainsi, quand il la verse dans le moule, il obtient une brique qui ressemble vraiment à une brique et non à un tas de boue. La boue cuite et compactée est un matériau de construction très solide. À travers l'histoire, on a plusieurs exemples de murs d'une hauteur assez significative, construits avec de la terre et de la boue cuite. Il faut parfois les renforcer avec de la paille ou des roseaux, qu'on couche à plat avant de rajouter une couche de terre tassée par-dessus. Mais pour bâtir un grand mur épais et massif, c'est un matériau vraiment très solide. Babylone était sur l'Euphrate, dans l'actuel Irak. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor la reconstruisit. Les remparts étaient si beaux que le poète grec Antipater les inclut dans sa liste des 7 merveilles du monde. Hérodote fut tout aussi impressionné. Ils formaient un carré. Le sommet était couronné de voies assez larges pour laisser passer 2 chariots. Il y avait 100 portes de bronze massifs dans les remparts et ils encerclaient la ville sur quelques 90 km. Derrière la porte d'Ishtar, à l'intérieur de l'enceinte, les rues suivaient un plan quadrillé. Babylone était alors la plus belle ville du monde, un savant mélange de raffinement et d'ordre. Nabuchodonosor régnait depuis son palais. Il épousa Amytis, une princesse originaire de Médie. Leur mariage symbolisait l'union prospère entre leurs 2 pays.
Pour Babylone, ce fut le début d'une période de paix et d'abondance. Alors, au-dessus du palais, Nabuchodonosor érigea la plus belle des œuvres pour célébrer cette nouvelle ère, les jardins suspendus. Une spectaculaire surprise pour sa reine. La première description qui nous soit parvenue est celle de Béroz, un prêtre. Elle fut écrite 200 ans plus tard. Et dans ce palais, Nabuchodonosor érigea ce qu'on appelait les jardins suspendus. Car sa femme, élevée dans la patrie de Médie, avait une passion pour les montagnes boisées. Dans beaucoup de cultures, les jardins sont sous le contrôle du monarque. Ce dernier montre ainsi qu'il ou elle peut contrôler la terre qui l'entoure et la faire fleurir mieux que Dieu lui-même. Au Moyen-Orient, l'horticulture était une profession respectée. On cultivait les plantes à des fins médicinales et pour fabriquer des parfums. Peut-être à cause de l'importance des odeurs, les jardins étaient souvent entretenus par des femmes et des aveugles. Il semble que le jardinier de Nabuchodonosor ait été un expert judéen. Les récits montrent qu'il recevait des rations spéciales du palais. Mais les Babyloniens avaient une connaissance approfondie de la flore. Ils ont certainement choisi les plantes les mieux adaptées à ce climat chaud et aride. Celles-ci développent différentes stratégies pour survivre à des environnements extrêmes. Certaines réduisent leurs feuilles à de simples épines, comme les graminées et les conifères, ce qui leur garantit une perte d'eau minimum. D'autres ont des feuilles tannées ou huileuses qui conservent mieux l'eau. Elles tendent souvent vers le gris, une couleur qui réfléchit l'éclat du soleil. Dans certaines variétés, les feuilles sont couvertes de poils fins qui diminuent l'effet asséchant du vent et retiennent l'air froid de la nuit pour maintenir la plante au frais dans la journée. Chêne, saule et cèdre. Chêne vert, platane et palmier. Les listes des arbres et des fleurs des jardins suspendus sont interminables. Dressées plusieurs siècles plus tard par des historiens, elles sont souvent inexactes. Mais on pense que les jardins abritaient de nombreuses variétés typiques de Médie, la région natale d'Amitis. Parées de superbes couleurs, les fleurs des citronniers et des orangers dégageaient en outre un parfum agréable. Une fois les jardins aménagés, il fallait aussi les irriguer. Les auteurs antiques évoquent simplement des machines secrètes. Les chercheurs ont pensé au puisage au seau, à la roue à eau et même à la vis d'Archimède. On attribue la découverte de ce procédé au grand mathématicien grec Archimède. Il l'aurait inventé pendant son séjour en Égypte, après avoir vu les villageois puiser de l'eau dans le Nil. Mais les jardins suspendus avaient été créés 2 siècles plus tôt. Le seul engin dont on ait une trace à cette période, c'est le chadouf, un système rudimentaire de poutres inclinées datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ. D'un côté, on a un contrepoids, et de l'autre, un panier au bout d'une corde ou d'une perche pour remonter l'eau. Les premières illustrations datent du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il y en a aussi dans l'art assyrien à l'époque des jardins suspendus. Et il n'y a aucune trace d'un autre système adéquat. Pour moi, c'est donc la seule hypothèse. Aujourd'hui, on résout ce genre de problème avec des machines sophistiquées. Mais à l'époque, on avait généralement recours à la main-d'œuvre humaine. Et à Babylone, elle ne manquait pas. Les représentations occidentales des jardins suspendus sont largement idéalisées. L'eau y est toujours abondante, et elle coule même à flot. Dans les régions arides, dans le désert, l'eau est aussi précieuse que de l'or. On l'utilise avec la plus grande parcimonie.
Elle arrive par des canaux et on ne la laisse couler dans les jardins qu'une dizaine de minutes par jour. Ensuite, on bloque les canaux pour la conserver jusqu'au lendemain. Il suffit d'une toute petite quantité d'eau pour produire une intensité de couleur et de verdure totalement inattendue. L'eau était sans doute puisée dans l'Euphrate et montée dans une citerne sur la terrasse la plus haute. À partir de là, elle ruisselait jusqu'en bas. Mais la question de l'irrigation n'est pas la seule à tarauder les archéologues. Beaucoup s'interrogent aussi sur l'emplacement exact des jardins suspendus. Babylone était réputée dans tout le monde antique. Mais on trouve peu de descriptions des jardins, même à l'époque de leur aménagement. C'est une sorte de mirage historique. Au 1er siècle, des sources évoquent des jardins suspendus à Babylone. Mais Hérodote, qui écrit peu après la construction présumée des jardins, ne les mentionne même pas. Pourquoi, s'ils étaient si spectaculaires ? Ils furent vraisemblablement détruits moins d'1 siècle après leur création. Après Nabuchodonosor, la ville devint un enjeu dans la lutte entre les Perses et les Macédoniens, et elle fut saccagée. Nous savons que Babylone a été détruite par le roi perse Xerxès en 480 avant Jésus-Christ. Et ces mécanismes et ces plantes si fragiles n'ont pas pu survivre à un tel bouleversement. Certains archéologues ont cherché les jardins ailleurs. La meilleure explication, ce serait une confusion à la naissance du mythe. En réalité, les jardins suspendus auraient été aménagés par un roi assyrien dans son palais de Ninive, la capitale du royaume assyrien, environ 100 ou 150 ans avant Nabuchodonosor. Malgré leur courte durée de vie, les jardins sont devenus légendaires. C'est la seule des 7 merveilles du monde à déployer la beauté de la nature. Et il n'existe pas de jardin plus célèbre dans l'histoire. Mais le rapport de force au Moyen-Orient changea et le destin de Babylone bascula. La cité fut d'abord envahie par les armées perses de Cyrus le Grand. Puis, à peine 2 siècles plus tard, elle fut à nouveau conquise, cette fois par Alexandre le Grand, qui l'intégra à l'Empire hellénique. Alexandre s'intéressait à Babylone car c'était le noyau culturel et politique, le centre traditionnel de la Mésopotamie. Il est d'ailleurs mort à Babylone. C'est là qu'il a organisé ses dernières campagnes. Et je pense qu'il comptait en faire la capitale de son empire syncrétique. Il voyait donc Babylone comme un lieu clé de la géographie mondiale. À sa mort en 323 avant Jésus-Christ, l'empire fut partagé entre ses généraux. Ptolémée s'empara de l'Égypte et Antigone de l'Asie mineure. Entre ces 2 territoires puissants se trouvait la petite île de Rhodes. Ses habitants s'allièrent à l'Égypte de Ptolémée. Fous de rage, les Antigonides d'Asie mineure attaquèrent l'île avec une flotte immense. Contre toute attente, les Rhodiens l'emportèrent. Pour célébrer leur victoire, ils décidèrent d'ériger un gigantesque colosse de bronze en l'honneur du dieu du soleil, Hélios. Hélios était étroitement lié à Apollon, le dieu de la lumière, de la vérité et de la divination. C'était le dieu du soleil et il était particulièrement vénéré à Rhodes. Il y avait beaucoup de statues de bronze sur l'île, mais le colosse était de loin la plus grande. Sa construction avait coûté 300 talents, le prix de 300 navires de guerre.
Le colosse était un monument à leur propre gloire, pour célébrer la victoire et la liberté préservée. En tant que tel, il valait bien tout cet argent, ces 300 talents. C'était le butin de guerre, alors pourquoi pas? La fonte du bronze était une des principales activités de Rhodes. Les statues produites en masse étaient exportées vers la Grèce et l'Italie. C'est le sculpteur Charès de Lindos qui fut choisi pour réaliser le colosse. On raconte qu'à l'origine, sa statue devait mesurer 16 mètres. Mais les Iliens exigèrent qu'elle fasse le double, soit 32 mètres de haut. Charès doubla donc les dimensions et se mit à l'œuvre. Charès était particulièrement qualifié pour ce travail, car il avait étudié avec un des plus grands bronziers du IVe siècle avant Jésus-Christ, Lysippe. Celui-ci était réputé pour avoir produit de nombreuses statues, 1500 au cours de sa vie. Dans son atelier, suspendu au mur, il devait y avoir des rangées de bras et de jambes, des parties du corps plus ou moins interchangeables. Malheureusement, aucune de ces techniques de production de masse n'était adaptée au colosse. Personne n'avait encore réalisé un bronze de plus de 30 mètres de haut. Charès dut tout fabriquer sur place. La fonderie devait être tout près de l'emplacement de la statue. Il s'agissait sans doute d'une série de creusets où l'on fondait les pièces. Celles-ci étaient ensuite rivetées les unes aux autres et la statue était assemblée sur place. Les bases de la fonte du bronze ont peu évolué au fil des siècles. On fait d'abord une copie à partir d'un modèle réduit. De nos jours, on verse de la cire liquide dans un moule en latex. Mais Charès utilisait sans doute des moules en argile ou en terre cuite. Lorsqu'on ouvre le moule, on obtient une statue de cire. On la recouvre d'un produit thermorésistant, puis on la fait cuire dans un four. La cire fondue s'écoule par un réseau de tuyaux et d'ouvertures. On verse alors du bronze en fusion dans cette copie creuse. Et une fois le bronze refroidi, il ne reste plus qu'à retirer l'enveloppe extérieure. Le colosse prenait forme peu à peu. Morceau par morceau, les éléments en bronze étaient assemblés sur une âme en bois et en fer. Le fer servait à fabriquer des armes, des outils, et à l'époque classique, on l'utilisait aussi dans l'industrie du bronze. On mettait des clous en fer pour renforcer l'œuvre pendant l'assemblage. Mais la stabilité de la statue posait problème. On remplit les pieds de pierre jusqu'aux chevilles pour alourdir la base. Plus le dieu du soleil grandissait et plus il devenait difficile d'accès. Au lieu de construire une rampe hélicoïdale, comme pour la Grande Pyramide, Charès fit amonceler de la terre autour du colosse pour créer un chemin en spirale. Mais la méthode avait un inconvénient. Quand Charès a fait la statue, il ne pouvait pas savoir ce qu'elle donnerait une fois achevée. C'est le problème. Quand on veut faire un colosse, on ne peut pas voir les différentes étapes du processus. Tout assembler et tout démonter. Il faut attendre d'avoir fini pour savoir enfin à quoi ça ressemblera. Lorsque le sculpteur atteignit la tête du colosse, la montagne de terre faisait 30 mètres de haut. Au total, 225 tonnes de bronze avaient été fixées au squelette. La couronne fut hérissée de rayons d'or pointés vers le soleil. Après 12 ans de travaux épuisants, l'amas de terre fut enfin retiré.
le magnifique colosse de Charès, sublime hélios de 32 mètres de haut, gardait désormais l'entrée du port. Charès avait certainement appris à réaliser une grande statue en assemblant des petits morceaux. Mais il avait manifestement oublié de se renseigner sur la façon de la faire tenir debout. Quand on agrandit une structure, il faut soigneusement réfléchir à la façon dont elle va se soutenir elle-même. Ce qui fonctionne à petite échelle ne fonctionne pas forcément à grande échelle. Si on agrandit une sculpture creuse, par exemple, elle peut s'effondrer sous son propre poids. Et plus une statue est haute et fine, plus elle est vulnérable au vent et au séisme. Le colosse ne résista que 56 ans. En 226 avant Jésus-Christ, il fut renversé par un tremblement de terre, ensevelissant plusieurs maisons sous ses décombres. Le temps passant, les gens finirent par oublier à quoi il ressemblait. À la Renaissance, Merten van Heemskerk, premier artiste à dessiner les 7 merveilles, le représenta enjambant le port. C'est impossible. Mais avec le bouche à oreille, la statue devenait de plus en plus grande, jusqu'à ce qu'un navire puisse passer dessous. Quand une statue se tient debout sur ses 2 jambes et qu'elle est nue, ce qui était sûrement le cas puisque c'était la représentation traditionnelle des dieux et des héros, les jambes doivent être serrées pour offrir la stabilité nécessaire. Mais l'image du colosse enjambant le port est restée populaire. L'ingénieur Kevin Davies en a étudié la vraisemblance. Si les jambes sont jointes, la sculpture est bien plus stable, car le poids du torse est porté verticalement. Dès l'instant où les fondations sont assez solides, la structure est relativement stable. L'écartement des jambes aurait donc considérablement fragilisé la statue. Le point le plus délicat, si les jambes sont écartées, c'est la répartition du poids le long des 2 jambes. Si le vent souffle sur ce genre de structure, il y a des zones faibles, par exemple autour des chevilles, qui risquent de poser problème. Plus de 2000 ans après la destruction du colosse, Auguste Bartholdi réalisa la Statue de la Liberté. Il fit appel au meilleur ingénieur de l'époque, le français Gustave Eiffel. Ce dernier, évitant de reproduire les erreurs de Charès, introduisit un procédé révolutionnaire assurant à la statue une stabilité éternelle. La Statue de la Liberté a été une véritable innovation technologique. Eiffel a utilisé des pylônes métalliques en guise de squelette. Une enveloppe de cuivre a ensuite été posée sur cette ossature. Et en 1986, 100 ans après sa construction, elle a été restaurée. L'architecte Blaine Cliver a participé au projet. La statue elle-même fait 46 mètres de haut, des pieds à l'extrémité de la torche. La structure conçue par Eiffel est légère. C'est juste une ossature ancrée aux pylônes qui sortent du socle de pierre sur lequel repose la statue. Contrairement au colosse de Rhodes, l'enveloppe extérieure ne supporte aucun poids. Les 300 plaques de cuivre qui la composent ne pèsent que 80 tonnes et leur poids est transféré au squelette central par des arêtes et des barres métalliques. Larry Bellante était l'ingénieur conseil affecté aux travaux de restauration. C'est là un concept très moderne. Si la structure est trop raide, elle casse, alors que si elle est flexible, elle cède face au vent et au changement de température, de façon à monter et à descendre, comme une aile d'avion, au lieu de se briser en morceaux. À l'époque, c'était révolutionnaire. C'est effectivement la seule technique qui permettait de réaliser une telle statue et de la faire durer si longtemps. Certains envisagent de reconstruire le colosse de Rhodes en utilisant la même technologie. Nikolaos Kotsiamanis, l'un des plus grands sculpteurs de bronze contemporains, rêve de recréer ce monument.
Il a déjà façonné des bronzes gigantesques et aujourd'hui il projette de reproduire un colosse de 45 mètres de haut. J'ai fait 2 propositions. Le premier modèle ressemble à l'ancien colosse, avec le bras replié, comme ça. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut faire autre chose. Voici ma deuxième proposition. Elle consiste à étendre le bras qui apporte la lumière au monde. Maintenant, on a les moyens de le faire. Ce sera la plus grande statue du monde avec la statue de la liberté. Mais elle aura un avantage par rapport à cette dernière, car le colosse sera connecté à ses volants. On va recréer une des merveilles du monde, et c'est ça qui compte. C'est magnifique. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le colosse renversé restait l'une des 7 merveilles. On venait de toute la Méditerranée pour admirer ces gigantesques débris. Un oracle prédit que de grands malheurs s'abattraient sur Rhodes si la statue était reconstruite. Pendant 900 ans, elle demeura donc là où elle était tombée. Charès finit lui aussi brisé, tout comme son colosse. L'histoire raconte qu'à la suite d'une erreur dans le calcul du coût final de la statue, il avait tout perdu. Accablé de dettes, il se serait suicidé. La dernière des 7 merveilles s'élevait dans la cité qui donna naissance à toutes les autres, Alexandrie. C'est dans la première métropole de l'histoire que fut bâti le tout premier gratte-ciel. Un phare dominant la ville à plus de 120 mètres de haut. On retrouve des phares dans la Méditerranée dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais celui d'Alexandrie était plus qu'une simple balise. Il avait une autre fonction. Cette tour symbolisait le pouvoir, l'autorité et le prestige de la dynastie des Ptolémées qui régnait alors sur l'Égypte. À l'époque, Alexandrie était la première mégapole du monde. Elle regorgeait de palais magnifiques. Mais le phare éclipsait tout le reste. C'est une des raisons pour lesquelles on peut mettre Alexandrie un cran ou même plusieurs crans au-dessus de toutes les autres villes du monde. Construit sous le règne de Ptolémée II, le phare annonçait au monde la splendeur d'Alexandrie. Il fut conçu par l'architecte Sostrate de Cnide et les travaux durèrent 12 ans. Au sommet, un immense foyer brûlait jour et nuit. Sa lumière dorée se voyait à 80 km à la ronde. Certains récits mentionnent d'extraordinaires miroirs solaires utilisés pour incendier les navires ennemis. Le phare était divisé en 3 parties. D'abord la base, une tour carrée de 71 mètres de haut, puis une deuxième tour octogonale, et enfin le système d'éclairage. On pense qu'une rampe intérieure en spirale permettait de monter le combustible à dos d'âne. Nous savons qu'il y avait des rampes à l'intérieur et que des ânes pouvaient les emprunter pour hisser des charges jusqu'au sommet. Mais on ne sait pas très bien comment fonctionnait le phare lui-même. La lumière au sommet, qui provenait d'un gigantesque brasier, était dirigée vers la mer à l'aide de grands réflecteurs en bronze. Le problème avec un phare, en particulier dans un pays comme l'Égypte, relativement pauvre en bois, c'est de trouver du combustible pour nourrir le feu. Mais Alexandrie était le plus grand port du monde hellénistique et elle avait accès à toutes sortes de matières premières.
Différents combustibles ont pu être utilisés, depuis le bois et l'huile jusqu'aux graisses animales et la résine. Le phare était constitué d'énormes blocs de granit et de calcaire. Et contrairement aux grands édifices contemporains, ces murs supportaient tout le poids de la maçonnerie. Les immeubles modernes ont une enveloppe extérieure très fine, parfois entièrement en verre, et les murs eux-mêmes ne supportent aucun poids. Tout repose sur l'ossature. Ces étais en acier permettent au rez-de-chaussée et à l'intérieur d'être totalement ouverts. L'invention de l'ossature est relativement récente. Elle est liée à la découverte de matériaux tels que l'acier et le béton. Mais les anciens ne disposaient que de la pierre et devaient donc construire des murs très épais et lourds pour atteindre la hauteur voulue. Au XIXe siècle, l'architecte Jules Bourdet, précurseur d'Eiffel, fit une copie particulièrement ambitieuse du phare. Le projet n'aboutit jamais, mais sa tour destinée à éclairer Paris comportait une ossature métallique. On ignore encore comment le phare entièrement en pierre pouvait être aussi haut. Et pourtant, il en existe de nombreuses descriptions. Le phare d'Alexandrie est une des 7 merveilles qu'on connaît le mieux. À la fin de la période classique, on a cessé de l'utiliser comme phare, et il est devenu une mosquée. Cette dernière a été construite au sommet, à la place de la lumière. Certains historiens arabes ont pu monter jusqu'en haut et décrire précisément ses dimensions. On sait donc très bien à quoi il ressemblait. Un château médiéval a remplacé le phare, disparu en 1363. Le mot phare, dérivé de Pharos, l'île sur laquelle il se trouvait, est devenu un nom générique. Tout comme le mausolée et le colosse, le phare d'Alexandrie fut détruit par un tremblement de terre. Pendant 700 ans, ces vestiges demeurèrent sous l'eau, mais un archéologue a récemment entrepris de remonter à la surface cette merveille engloutie depuis des siècles. Lorsque la tour s'effondra, les pierres massives qui le constituaient s'éparpillèrent dans le port. L'égyptologue français Jean-Yves Empereur a dirigé les fouilles sous-marines. Il n'a pas encore réussi à prendre toute la mesure de sa découverte. Quand on a plongé pour la première fois, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait trouver une collection sous-marine aussi chaotique et immense. Des milliers et des milliers de colonnes, de bases de colonnes, de chapiteaux, de sphinx, d'obélisques et ainsi de suite. C'était incroyable. Chaque fois qu'on plonge, même aujourd'hui, après y être allé des milliers de fois, on ressent quelque chose d'étrange. C'est un tableau fantastique, totalement indescriptible. Il faut plonger pour comprendre. Jean-Yves Empereur a entre autres trouvé un énorme linteau en granit de 75 tonnes, dont il pense qu'il était une poutre support du phare. Nous y sommes, le site sous-marin est ici. C'est de là qu'on plonge dans l'eau. Jean-Yves Empereur plonge ici depuis 1991. Ce vaste site sous-marin couvre 2 hectares. Ses collaborateurs continuent à noter la taille et le poids de chaque bloc. Ils espèrent un jour parvenir à savoir avec certitude comment était construit le phare. Cette gigantesque tour a été renversée par un séisme. Mais de nos jours, les grands édifices sont soigneusement testés. Gavin Davis a étudié la stabilité du phare. Il est clair que c'était une véritable gageure. Construire une tour de 120 mètres de haut ou plus devait être très difficile à l'époque.
Quand on la compare avec la Grande Pyramide, par exemple, on voit une différence majeure. Par rapport aux pyramides qui ont une structure plus stable, une base beaucoup plus large, le phare est un bâtiment à la fois très haut et très fin. À l'époque, on progressait en territoire inconnu. De nos jours, les architectes ne peuvent rien laisser au hasard. Voici la tour de la Hong Kong and Shanghai Bank. On a procédé à de multiples tests pour voir comment elle se comportera face au vent. À l'heure actuelle, l'informatique permet d'éliminer toutes les difficultés, même les plus improbables. Ce qui signifie qu'on peut concevoir des bâtiments plus audacieux et plus performants. Les joyaux de l'architecture moderne sont sous haute surveillance scientifique et technologique. Les 7 merveilles sont devenues emblématiques de l'Antiquité. Elles ont existé par la force de la science, mais aussi par la volonté d'hommes déterminés à bâtir l'impossible. Les 7 merveilles du monde représentent un âge d'optimisme. Le désir de pousser la technologie à l'extrême pour aller encore plus loin et créer des structures monumentales. L'architecture et la sculpture continuent à rendre hommage au génie des constructeurs. On peut dire que dans l'Antiquité, il y avait 7 structures qui étaient le summum de la splendeur et de la perfection. Elles ont défié les plus grands esprits de leur époque et aujourd'hui encore, nous nous efforçons de les égaler. Si on essayait d'établir une liste des merveilles d'aujourd'hui, est-ce qu'on en trouverait 7 ou 200 ? Les idéaux qu'elles représentent ont résisté à l'épreuve du temps. Elles restent les pierres angulaires de nos plus belles constructions. L'architecture doit servir un but. Et je pense que le symbolisme de la pyramide est aussi valable aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Les 7 merveilles du monde étaient l'aboutissement suprême. Et à travers elles, continuent de vivre les rêves de l'Antiquité.